Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger le deuxième TD du module de la biophysique qui concerne l'étude des interfaces solides-liquides. Donc, pour l'exercice 1, la pression au niveau de l'artère pulmonaire est égale à 12 mmHg. La pression au niveau de l'oreillette gauche est égale à 8 mmHg. Et on prendra 1 mmHg est égal à 120 pascal. Donc, pour la première question, si le débit dans l'artère est égal à 180 ml par minute, calculez la perte de charge et la résistance à l'écoulement. Donc, pour la deuxième question, à la suite d'un problème vasculaire, donc la pression au niveau de l'artère pulmonaire va augmenter pour atteindre les 16 mmHg. Donc, si le débit et la pression au niveau de l'oreillette gauche restent constants, calculer la perte de charge et la résistance à l'écoulement. Pour la troisième question, à la suite d'un problème vasculaire, donc on a toujours la pression au niveau de l'artère pulmonaire qui est égale à 16 mmHg et la pression au niveau de l'oreillette gauche reste constante. On veut que la résistance mécanique reste constante, donc calculer le débit. Et pour la quatrième question, à la suite d'un problème cardiaque, donc la pression au niveau de l'oreillette gauche passe à 10 mmHg. Donc si la pression au niveau de l'artère pulmonaire reste égale à 12 mmHg et si le débit reste constant, calculez la perte de charge et la résistance à l'écoulement. Donc, la pression au niveau de l'artère pulmonaire était de 12 mmHg. Et puis, le sang va passer par les poumons pour être oxygéné. Et puis, il va sortir pour arriver au niveau de l'oreillette gauche. Donc, au niveau de l'artère pulmonaire, on a dit que la pression était de 12 mmHg. Et au niveau de l'oreillette gauche, la pression a chuté pour atteindre 8 mmHg. Donc, comme on a vu dans le cours, on a une perte de pression qu'on appelle la perte de charge. Donc, dans la première question, il nous demande de calculer la perte de charge et la résistance à l'écoulement. Donc, cette perte de charge est égale à la pression au niveau de l'artère pulmonaire moins la pression au niveau de l'oreillette gauche. Donc, est égal à 12 moins 8 qui est égal à 4 mmHg. Et je dois convertir les mmHg en pascal, donc je dois multiplier par 120, donc est égal à 480 pascal. Donc, la perte de charge est égale à 480 pascal. Et pour la résistance à l'écoulement, on sait que la perte de charge est égale à la résistance à l'écoulement fois le débit. Donc, la résistance à l'écoulement est égale à la perte de charge divisée par le débit. Donc, on a la perte de charge et on a le débit en millilitres par minute. Et on sait que le débit doit être en mètres cubes par seconde. Donc, je dois le convertir en mètres cubes par seconde. Donc, on sait que j'ai 180 ml par minute, donc qui est 60 secondes. Donc, pour une seconde, combien j'aurai? Donc, 1 fois 180 sur 60 est égal à 3 millilitres, qui est égal à 3 10 à puissance moins 3 litres. Et je dois convertir les litres en mètres cubes. Donc, je sais que dans un mètre cube, j'ai 1000 litres. Donc, pour 3 10 à puissance moins 3 litres, combien j'aurai? Donc, 3 10 à puissance moins 3 fois 1 divisé par 1000 est égal, donc le débit est égal à 3 10 à puissance moins 6 mètres cubes par seconde. Donc, la résistance à l'écoulement, on a dit qui est égale à la perte de charge divisée par le débit. Donc, la perte de charge, c'est 480 et le débit, c'est 3 10 à puissance moins 6. Donc, la résistance à l'écoulement est égale à 1,6 10 à puissance 8 pascal fois seconde
divisé par le mètre cube. Pour la deuxième question, donc on sait que la perte de charge est égale à la pression au niveau de l'artère pulmonaire moins la pression au niveau de l'oreillette gauche. Donc ils nous disent que suite à un problème vasculaire, la pression au niveau de l'artère pulmonaire a augmenté, donc pour atteindre les 16 mm mercure. Donc 16 moins 8 est égal à 8 mm mercure, et je convertis les millimètres mercure en pascal, donc est égal à 960 pascal. Et pour la résistance à l'écoulement, c'est la perte de charge divisée par le débit. Donc on sait que le débit reste constant et la pression au niveau de l'oreillette gauche reste constante. Donc 960, donc qui est la perte de charge, divisé par le débit qui est 3 10 à puissance moins 6. Donc la résistance à l'écoulement est égale à 3,2 10 à puissance 8 pascal fois seconde par mètre cube. Et pour la troisième question, donc on a la perte de charge qui est égale à la pression au niveau de l'artère pulmonaire moins la pression au niveau de l'oreillette gauche. Donc on a toujours la pression au niveau de l'artère pulmonaire qui est égale à 16 moins 8. Donc la pression au niveau de l'oreillette gauche est égale à 8 mm mercure, donc est égale à 960 pascal. Et pour le débit, donc ils nous disent que le débit, donc ils nous disent qu'on veut que la résistance mécanique reste constante. Donc on veut que cette résistance mécanique reste constante. Donc elle est égale, pour le cas normal, est égale à 1,6 10 à la puissance 8. Donc 960 divisé par 1,6 10 à la puissance 8 est égal, donc le débit est égal à 6 10 à la puissance moins 6 mètres cubes par seconde. Et pour la quatrième question, donc ils nous disent que la pression au niveau de l'oreillette gauche va passer de 8 à 10 mm mercure. Donc la perte de charge est égale à 12 moins 10, donc c'est pas 12 moins 8, donc 12 moins 10 parce que elle est passée de 8 à 10, donc est égal à 2 mm mercure, est égal à 240 pascal. Et pour la résistance à l'écoulement, donc est égal à la perte de charge sur le débit. Donc la perte de charge c'est 240 et le débit reste constant, donc 3 10 à la puissance moins 6, donc est égal à 8 10 à la puissance 7 pascal fois seconde divisé par mètre cube. On passe au deuxième exercice. Leçon de viscosité état est égal à 3 10 à la puissance moins 3 pascal fois seconde, circule dans un vaisseau horizontal de rayon R est égal à 1 mm et une vitesse moyenne qui est égale à 20 cm par seconde. Si la pression en un point A est égale, donc PA est égal à 13 kPa, quelle est la valeur de la pression en point B, PB, après un trajet AB qui est égal à 1 cm. Donc on a un vaisseau horizontal avec un rayon R qui est égal à 1 mm et un point A et un point B. Donc on sait que la pression au niveau du point A, PA est égale à 13 kPa et que la distance entre le point A et le point B est égale à 1 cm. Donc cette distance AB ou L est égale à 1 cm. Et il nous demande de calculer la pression PB au niveau du point B. Et on sait que la vitesse du son est égale à 20 cm par seconde et que la viscosité du son est égale à 3 10 à la puissance moins 3 pascal fois seconde. Donc la différence de pression ou la perte de charge est égale à PA moins PB, donc la différence de pression. Et on sait aussi que la perte de charge est égale à la résistance à l'écoulement fois le débit. Donc la différence de pression PA moins PB est égale à la résistance à l'écoulement fois le débit. Et on sait que la résistance à l'écoulement est égale à 8 fois la viscosité fois le L
donc cette distance divisée par pi, divisé par R à la puissance, donc le rayon à la puissance 4. Donc la différence de pression est égale à 8 fois la viscosité fois L fois le débit divisé par pi fois le rayon à la puissance 4. Donc on a la viscosité, on a le L qui est 1 cm, donc la distance AB, et on a le R, le rayon qui est égal à 1 mm, et il nous manque le débit. Donc pour calculer le débit, on a la vitesse du son qui est égale à 20 cm par seconde. Donc le son, chaque seconde, traverse 20 cm dans le vaisseau horizontal. Donc ces 20 cm, en vérité, ça correspond à un volume dans ce vaisseau sanguin. Donc ce volume est égal à cette distance fois la section du vaisseau. Donc la section du vaisseau ou la surface du vaisseau est égale à la surface d'un cercle. Donc le volume, donc ce volume est égal à cette distance, donc 20 cm, fois la surface ou la section. Et la surface ou la section du vaisseau sanguin est égale à R au carré fois pi, qui est la surface d'un cercle. Donc, il est égal à 20 cm. Donc, je dois convertir les centimètres en mètres. Donc, 20 10 à la puissance moins 2 fois le R. Donc, le R 1 mm. 1 mm, je dois convertir aussi les 1 mm en mètres. Donc, 10 à la puissance moins 3. Le tout à la puissance 2. Donc, R au carré fois pi qui est égal à 3,14. Donc, ce volume est égal à 6,28 10 à la puissance moins 7 mètres cubes. Et le débit donc, est égal à 6,28 10 à la puissance moins 7 mètres cubes par seconde. Parce que la vitesse était déjà, donc le son traverse 20 cm du vaisseau sanguin par seconde. Donc, ces 20 cm correspondent à un volume qui est égal à 6,28 10 à la puissance moins 7 mètres cubes. Donc, le débit est égal à 6,28 10 à la puissance moins 7 mètres cubes par seconde. Donc, la différence de pression, on a dit qu'il est égal à 8 fois la viscosité fois L fois le débit divisé par pi fois le rayon à la puissance 4. Donc, est égal à 8 fois la viscosité qui est égale à 3 10 à la puissance moins 3 fois le L qui est 1 cm. Donc, je convertis les 1 cm en mètres. Donc, 1 fois 10 à la puissance moins 2 fois le débit qui est égal à 6,28 10 à la puissance moins 7 divisé par pi qui est égal à 3,14 fois le rayon à la puissance 4. Donc, 1 mm, je dois les convertir en mètres. Donc, 10 à la puissance moins 3, le tout à la puissance 4. Donc, la différence de pression entre le point A et le point B est égale à 48 pascal. Et il nous demande de calculer la pression au niveau du point B. Donc la pression au niveau du point B, c'est la pression au niveau du point A, donc 13 kPa, qui correspond à 13 000 pascal, moins 48 pascal, est égal à 12 952 pascal. Donc la pression au niveau du point B, PB, est égal à 12 952 pascal. On passe au troisième exercice. Le plasma sanguin contient 9 g par litre de NaCl et 80 g par litre de protéines avec une masse molaire qui est égale à 8 10 à la puissance 4 g par mol. On remplit un osmomètre qu'on prolonge dans un grand volume d'eau pure. Quel sera l'ordre de grandeur de pression observé à l'équilibre à 37 degrés dans le cas d'une paroi dialysante? Donc cette paroi ne laisse pas passer les protéines, et dans le cas d'une paroi semi-perméable qui ne laisse passer que le solvant. Donc il nous donne la constante ou le coefficient des gaz parfaits et la masse molaire de NaCl qui est égale à 58,5 g par mol.
Donc on sait que la pression osmotique est égale au coefficient d'ionisation fois la concentration fois le coefficient des gaz parfait fois la température en Kelvin. Et on sait que la concentration doit être exprimée en mol par mètre cube et ne pas en mol par litre. Donc pour le premier cas, la paroi est dialysante, donc ne laisse pas passer les protéines, mais elle laisse passer le NaCl et le solvant. Donc la pression est exercée juste par les protéines et ne pas par le NaCl. Donc pour la concentration, on a dit qu'elle doit être exprimée en mol par mètre cube, alors que j'ai la concentration des protéines en grammes par litre. Donc, pour une mole de protéines, on a une masse de 8 à 10 4 grammes. Donc, pour 80 grammes, combien j'aurai de moles? Donc, 80 fois 1 divisé par 8 10 à la puissance 4 est égal à 10 à la puissance moins 3 moles. Donc, la concentration des protéines est égale à 10 à la puissance moins 3 moles par litre, parce que les 80 grammes étaient déjà dans un litre, donc la concentration molaire est égale à 10 à la puissance moins 3 moles par litre. Et je dois convertir les litres en mètres cubes, donc je dois multiplier par 10 à la puissance 3, donc 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 est égal à 1 mol par mètre cube. Donc la pression osmotique des protéines est égale au coefficient d'ionisation fois la concentration des protéines fois le R fois la température en Kelvin. Donc pour le coefficient d'ionisation pour les protéines donc est égal à 1 fois la concentration en mol par mètre cube qui est égal à 1 fois le coefficient des gaz parfait, fois la température en Kelvin, donc 37 plus 273, donc est égal à 2576 pascal. Donc ça c'est pour la pression osmotique qu'on a quand on a une paroi dialysante, donc qui ne laisse pas passer les protéines, mais laisse passer le NaCl et le solvant. Donc on va maintenant calculer la pression osmotique dans le cas où on a une paroi semi-perméable, donc qui ne laisse pas passer le NaCl et les protéines et laisse passer que le solvant. Donc pour le NaCl, la concentration est 9 grammes par litre et on sait que la masse molaire de NaCl, donc une mole de NaCl a une masse de 58,5 grammes. Donc pour 9 grammes de NaCl, combien j'aurai de moles? Donc 9 fois 1 divisé par 58,5 est égal à 0,15 moles. Donc la concentration molaire de NaCl est égale à 0,15 moles par litre. Et je dois convertir les litres en mètres cubes. Donc la concentration de NaCl est égale à 153 moles par mètre cube. Donc la pression de NaCl, la pression osmotique de NaCl est égale au coefficient d'ionisation fois la concentration fois le R fois T. Donc le coefficient d'ionisation pour NaCl donc, est égal à 2. Donc parce qu'on a Na plus et Cl moins. La concentration de NaCl c'est 153 et le R 8,31 et la température c'est 37 plus 273. Donc la pression osmotique de NaCl, donc la pression exercée par NaCl est égale à 792 646 pascal. Et la pression osmotique totale qu'on va utiliser quand on va utiliser une paroi semi-perméable, c'est la concentration ou la pression osmotique de NaCl plus la pression osmotique des protéines. Donc est égale à 795 222 pascal.
On passe au quatrième exercice. Une membrane uniquement perméable à l'eau sépare en deux un récipient cylindrique de volume total V est égal à 26 litres et une section S qui est égale à 100 cm au carré. Donc, on dissout M1, donc une quantité M1 qui est égale à 23,2 g de NaCl dans le compartiment 1 et M2 qui est égal à 66 g de CaCl2 dans le compartiment 2. Donc, la membrane, donc cette membrane ici est libre et se déplace le long du récipient et trouve une abscisse d'équilibre X. Donc, cette membrane va se déplacer jusqu'à atteindre un équilibre où il va s'arrêter dans une abscisse d'équilibre X. Il nous donne la masse molaire de NaCl qui est égale à 58 g par mol et la masse molaire de CaCl2 qui est égale à 110 g par mol. Donc la première question, calculer le nombre de moles de soluté dans chacun des compartiments A1 et 2. Exprimer la pression osmotique en fonction de X dans chacun des compartiments. Et pour la troisième question, en déduire X. Donc pour le calcul du nombre de moles de soluté, on a deux solutés, le NaCl et le CaCl2. Donc pour NaCl, on sait qu'une mole de NaCl a une masse de 58 grammes et nous, on n'a utilisé que 23,2 grammes. Donc 23,2 fois 1 divisé par 58, c'est le nombre de moles de NaCl qui est égal à 0,4 mol. Donc pour le compartiment 1, je vais mettre 0,4 mol de NaCl. Et pour le compartiment 2, on va mettre le CaCl2 qui a une masse molaire de 110, donc une mole a une masse de 110 grammes. Et nous, on n'a utilisé que 66 grammes de CaCl2, donc 66 fois 1 divisé par 110. Donc le nombre de moles de CaCl2 est égal à 0,6 mol dans le compartiment 2. Donc ça, c'est pour la première question. Donc pour la deuxième question, il nous demande d'exprimer la pression osmotique en fonction de X dans chacun des compartiments. Donc au début, la membrane était au milieu, ici. Et puis on a mis 0,4 mol de NaCl dans le compartiment 1 et 0,6 mol dans le compartiment 2. Et puisque la membrane est libre et peut bouger, donc elle va bouger, donc soit à gauche ou à droite. Donc ici par exemple, il va bouger à gauche pour s'arrêter à une abscisse d'équilibre X. Donc pourquoi il va s'arrêter? Parce que la pression au niveau, pourquoi d'abord il va bouger? Parce que on a une différence de pression entre le compartiment 1 et le compartiment 2. Donc il va bouger et il va s'arrêter à un certain moment quand la pression au niveau du compartiment 1 va être égale à la pression au niveau du compartiment 2. Donc pour la pression osmotique de NaCl, donc on sait qu'il est égal au coefficient d'ionisation de NaCl fois la concentration de NaCl fois R fois T. Donc pour le coefficient d'ionisation pour NaCl, donc on sait qu'on a Na plus et Cl moins, donc C2. La concentration, on sait que c'est le nombre de moles par le volume, donc le nombre de moles c'est 0,4 et le volume c'est le volume V1, donc le compartiment 1, donc c'est ce volume. Donc il est égal fois R fois T, qui est égal à 2 fois la constante fois le nombre de moles divisé par X fois S. Donc pourquoi X fois S? Parce que le récipient se forme cylindrique, donc ce récipient on l'a schématisé comme ça, mais ils nous disent qu'il est sous forme cylindrique, donc on peut le schématiser comme ça pour mieux comprendre, avec le compartiment 1 ici, le compartiment 2 et la membrane au milieu ici, donc avec l'abscisse X d'équilibre. Donc pour le volume V1 donc est égal, pour ce volume donc V1 est égal à cette distance fois la section du
cylindre. Donc la section du cylindre ou la section, pardon, la surface de la membrane, c'est la même chose. Donc est égal à x fois cette section ou cette section. Donc x fois cette section ici, donc qui est donné S, la section du cylindre, qui est égale à 100 cm au carré. Donc c'est x fois S. Donc le volume V1 est égal à x, cette distance, fois S, cette surface, fois R fois T. Donc ça c'est pour la pression osmotique pour NaCl. Donc pour CaCl2, donc on a le coefficient d'ionisation fois la concentration fois R fois T. Donc pour le coefficient d'ionisation, donc CaCl2, une fois dans l'eau, va nous donner le Ca+, plus 2Cl-, donc 3 particules, donc 3. Donc fois la concentration qui est égale au nombre de moles qui est 0,6 divisé par le volume V2. Et le volume V2, il est égal à cette distance ici fois la section. Et cette distance est égale à L moins X, donc L moins X fois la surface, donc qui est 100 cm au carré fois R fois T. Donc à l'équilibre, quand la membrane va s'arrêter de bouger, donc on a la pression au niveau du CaCl2 qui est égale à la pression au niveau de NaCl. Donc la pression au niveau de du NaCl ici est égale à la pression au niveau de CaCl2 ici. Donc et après on va faire sortir le x. Donc x est égal à L, donc qui est cette distance L, fois 2 fois le nombre de moles de NaCl divisé par 3 fois le nombre de moles de CaCl2 plus 2 fois le nombre de moles de Na+. Donc, on connaît le nombre de moles de Na+, et le nombre de moles de CaCl2, mais on ne connaît pas la distance, cette distance L. Donc, pour cela, on sait que le volume total du cylindre est égal à L fois cette surface. Donc L fois S qui est 100 cm au carré. Donc L est égal au volume divisé par S. Et on sait que le volume est égal à 26 litres. Donc je dois convertir les litres en mètres cubes. Donc 26 10 à la puissance moins 3 divisé par la surface qui est exprimée en centimètres au carré que je dois convertir en mètres au carré. Donc 100 fois 10 à la puissance moins 4 est égal à 2,6. Donc je sais que L est égal à 2,6 mètres. Donc et enfin pour en déduire X, donc je peux le calculer. Donc j'ai cette relation ici. Je sais que L est égal à 2,6 mètres. Donc L 2,2 fois 2 fois le nombre de moles de NaCl qui est 0,4 divisé par 3 fois le nombre de moles de CaCl2 qui est 0,6 plus 2 fois le nombre de moles de NaCl qui est 0,4, donc est égal à 0,8 mètres. Donc le X est égal à 0,8 mètres.